Moi, je suis un chercheur, mais je fais aussi de la médiation scientifique. Donc, on peut me présenter comme chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et médiateur scientifique pour l'Institut Pierre-Simon Laplace des sciences du climat, qui est un institut parisien qui regroupe en fait les laboratoires d'Île-de-France qui travaillent sur ces sujets. This is a French name, but in English it's climate tick-tock. So the idea it's a bomb, the climate bomb. Tick-tac, boom. Okay? Ça commence en 2017 à peu près, quand un projet européen de climatologie avait une partie d'argent pour faire de la communication, de l'outreach en anglais. Et donc les deux climatologues qui étaient un peu les porteurs de ce projet-là, finalement, ont décidé d'utiliser cet argent-là pour faire un jeu plus spécifiquement destiné aux collégiens. En fait, l'idée, c'était qu'on constate qu'on a beau s'adresser aux adultes, finalement, ça ne fait pas beaucoup bouger les choses. Donc, on a décidé à ce moment-là de plutôt faire un jeu pour sensibiliser les jeunes. Et donc, il y a eu un appel au sein de la communauté des laboratoires d'Île-de-France qui travaille sur la climatologie pour des volontaires pour développer ce jeu sur le climat. Et il y a eu une quinzaine de scientifiques qui ont travaillé à peu près une demi-journée par semaine pendant un an pour avoir finalement un prototype qui tienne la route. On s'est aperçu que ça marchait aussi très bien avec tous les publics, pas seulement les collégiens, mais les étudiants, les adultes. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est rapproché des éditeurs de jeux pour essayer d'en faire une version grand public commerciale. Et donc on a trouvé un éditeur français qui s'appelle BioViva, qui est un éditeur de jeux pédagogiques, qui a accepté d'en faire une version. Et donc eux, ils ont encore retravaillé en interaction avec l'équipe scientifique pendant à peu près un an. Ils ont refait bien sûr tous les designs, ajusté un peu les règles, fait quelques modifications, apporté une option intéressante. Par exemple, on peut jouer avec des lobbies. And your mission is to keep the planet inhabitable. Okay? Each round, we are putting CO2 emissions in this place here. Le principe du jeu, c'est que c'est un jeu coopératif. Voilà. Donc on peut jouer de 2 à 5 joueurs. On a aussi maintenant une version vidéo dans laquelle on peut jouer tout seul, finalement, en simulant plusieurs joueurs. Ou bien, si on est plusieurs connectés en réseau, on peut aussi se mettre en équipe et jouer en réseau. Mais au départ, c'est fait pour plutôt 2 à 5. Le principe du jeu, c'est qu'on est confronté aux aléas climatiques et finalement, ça menace l'habitabilité de la planète. Et donc, les joueurs vont avoir 2 objectifs. C'est de contrôler la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, parce que en fait, on va jouer sur le 21e siècle, plusieurs tours de jeu. Et à chaque tour de jeu, il y aura des émissions. Et voilà. Et si on n'arrive pas à réduire les émissions, qui arrivent automatiquement en début de chaque tour, eh bien, on va faire monter la concentration en CO2. Avec, si on atteint un premier seuil, on va avoir des effets, par exemple, de répétition d'événements extrêmes ou d'intensification avec des choses à effet de seuil qui sont mises en place dans le jeu et donc qui vont rendre encore plus difficile de gagner. Le deuxième objectif, donc, c'est d'arriver à maintenir l'habitabilité d'une trentaine de villes du monde qui ont été sélectionnées sur la map monde parce qu'elles sont déjà impactées par les problèmes climatiques. Et donc les joueurs sont confrontés à des problèmes d'infrastructure, des problèmes de santé, des problèmes d'alimentation. Et finalement, ils ont chacun un pool de cartes actions, différents chacun bien sûr, et ils vont avoir chacun un nombre limité d'actions qu'ils vont pouvoir jouer pendant le tour. Et donc l'idée, c'est de se concerter, de discuter pour avoir une stratégie collective finalement en fonction de la situation du plateau, des cartes qu'on a en main, qui optimise les chances d'aller plus loin dans le temps en conservant les objectifs. So what you can see is that the coastal cities always have infrastructure problems due to the fact that they are facing sea level rise. Okay? On est confronté à de nouveaux impacts climatiques régulièrement. Les joueurs vont jouer des actions, mais ils vont aussi recevoir des cartes d'aléas. Ces aléas créent des problèmes sur les villes, et si on accumule trop de problèmes sur une ville, finalement, on la rend inhabitable. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'on doit, au fur et à mesure où les problèmes s'accumulent sur les villes, on va essayer d'avoir des mesures d'adaptation
pour retirer ces problèmes. Et si on n'y arrive pas, ou si on a une carte très impactante qui fait arriver beaucoup de problèmes à la fois sur un endroit qui avait déjà commencé à être impacté, on va le rendre inhabitable. Et dans le jeu, donc, on a décidé que ce serait définitif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a perdu une ville, on ne peut pas la récupérer. Et donc il faut limiter le nombre de villes qu'on va rendre inhabitables au cours du siècle pour gagner la partie. What you have to know is that if a city gets 3 chips of the same color, 3 problems of the same type, or 4 problems in total, it's lost forever. Okay, considered uninhabitable because too many problems to manage. Okay, in this case, you remove the chips and you put one of these white dots, and you have to reach the end of the game by having not more than 5 cities lost. Ça a été pensé un peu aussi pour ça, c'est-à-dire pour montrer déjà le côté coopératif, c'est-à-dire que voilà, si on commence à avoir des intérêts particuliers et puis finalement à jouer sans se préoccuper du reste du monde, en particulier des endroits qui peuvent être déjà bien affectés, on ne va pas s'en sortir. Ensuite, on montre la multiplicité des impacts. On montre aussi le fait qu'on a des cartes dans ce jeu qui représentent ce qu'on appelle les écorégions, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir seulement des impacts sur une ville particulière, mais ça va toucher tout un ensemble de villes qui sont sur les mêmes types de conditions climatiques. Après, qu'est-ce qu'il en reste derrière une fois qu'on a joué? Je pense que quand on va en particulier dans les classes ou on fait des animations publiques avec plusieurs tables de jeu en parallèle, on cherche toujours à avoir un débriefing à la fin, une discussion collective. Ce dont on se rend compte, c'est que pour beaucoup de gens, finalement, ils prennent conscience du fait que ça ne va pas être facile, que plus on va dans le temps, plus ça va devenir compliqué. On met aussi en évidence dans ce jeu-là que la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, elle ne va pas redescendre. C'est-à-dire que si on arrive à supprimer les émissions, finalement elle reste stable, mais elle ne va pas redescendre. Et donc si on l'a laissé trop monter, par exemple, qu'on a dépassé le seuil auquel il se produit des choses encore plus graves, ça sera pas, on ne peut pas revenir en arrière, quoi. So if you lose Tokyo, you will have to send your Japanese guys to 1 or 2 cities of this area. C'est un peu le reflet de la réalité, c'est-à-dire que non seulement dans le contenu des cartes d'action, de limitation des émissions ou d'adaptation des villes, comme dans les impacts du changement climatique, on s'est basé sur la réalité. Et le jeu est tel que, en fait, au fur et à mesure où on avance dans le siècle, on voit qu'on a de plus en plus de mal à maintenir la situation vivable. Et donc il y a un côté avec du suspense dans ce jeu qui est très intéressant. Et souvent, finalement, quand on explique les règles aux gens, on leur dit si vous avez un peu de temps, on peut commencer à faire un tour de jeu pour voir. Ils se prennent au jeu, ils ont envie de voir jusqu'à quand ils vont tenir les objectifs. Souvent, pour beaucoup de gens, même qui sont conscients qu'il se passe quelque chose, c'est une prise de conscience finalement de la gravité de ce qui nous attend. Le côté collectif, bien sûr. Après, ce qui est important, c'est qu'il y ait cette discussion collective. C'est-à-dire que quand on laisse jouer les joueurs entre eux, finalement, s'il n'y a pas ce côté éducatif-là, il n'en ressort pas grand-chose. On a une version commerciale francophone uniquement, qui est donc distribuée en France, en Suisse, en Belgique, au Canada également. L'éditeur n'a pas trouvé de distributeur étranger qui était prêt à finalement investir pour fabriquer, distribuer en langue étrangère. Donc, pour ce qui est des langues étrangères, en fait, on utilise notre prototype sur lequel on a conservé les droits. Donc, lui, il a été traduit en anglais, en espagnol, en portugais, grâce à des scientifiques finalement qui ont accepté de faire ça. Donc, on peut fournir soit des PDF de ces versions-là aux gens qui vont les imprimer eux-mêmes et puis les utiliser, moyennant le fait qu'ils s'engagent à ne pas faire d'argent avec, évidemment. Et puis, on peut aussi fournir des fichiers Excel avec tout le contenu des nombreuses cartes du plateau, pour les gens qui voudraient traduire dans une nouvelle langue qui n'existe pas aujourd'hui. Après, il faut aussi avoir un travail avec un logiciel graphique pour remettre les contenus dans les cartes, refaire des PDF et les réimprimer. Voilà. Mais en tout cas, c'est à disposition. Donc, quand on a des séances publiques comme ça avec des scientifiques étrangers, il y en a toujours 2 ou 3 qui sont intéressés par soit récupérer une version en langue anglaise, soit éventuellement faire une traduction.